Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Banque se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Banque. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Voici les titres. Clôture du 2e Forum national sur la décentralisation. Ces assises ont été organisées pour évaluer les avancées et les imperfections du processus de décentralisation mis en place depuis 2006 en République démocratique du Congo. COP 25 2019 clôture une décennie de chaleur exceptionnelle. Selon le chiffre provisoire de l'ONU, l'année 2019 fait d'ores et déjà partie des 3 années les plus chaudes enregistrées depuis 1850. Le 14 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée du singe. Cette fête concerne tous les primates. Les singes font partie des animaux les plus intelligents et sont très sociaux. Certaines espèces font des grimaces pour se reconnaître. C'est comme un code. Ils peuvent exprimer la tristesse, la joie, la peur et d'autres émotions. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Conformément à l'article 77 de la Constitution, le chef de l'État s'est adressé hier aux 2 chambres du Parlement réunies en congrès. De la sécurité aux infrastructures, en passant par l'environnement, la santé, l'éducation de base, le sport et la diplomatie internationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré la communauté nationale et internationale. Honorables députés et sénateurs, l'alternance politique intervenue dans notre pays a été opérée dans un contexte économique peu favorable, tant au plan interne qu'externe. Au plan externe, la guerre commerciale entre les principales économies avancées ainsi que les tensions géopolitiques ont déterminé le ralentissement synchronisé de la croissance économique mondiale. Au plan interne, la persistance de l'insécurité à l'est du pays et l'apparition de l'épidémie à virus Ebola ont affecté l'activité économique en République démocratique du Congo. En effet, c'est en raison de ces pesanteurs externes et internes que la croissance de l'activité économique a connu un fléchissement en 2019 par rapport à 2018. Les estimations sur la base de réalisation de production à fin septembre 2019 la situent à 4,6% contre 5,8% en 2018. Toutefois, ce niveau de croissance demeure supérieur à celui de la moyenne africaine au sud du Sahara, estimée à 3,2%. S'agissant de l'évolution du coût de la vie, l'année 2019 devrait se terminer par une hausse modérée du niveau général des prix, soit 4,3% au niveau national contre 7,7% en 2018. Dans la même lignée, les discussions engagées avec les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, ont abouti à la conclusion d'un accord ad référendum sur la mise en œuvre du programme de référence, autrement dit programme TEST. Ce dernier va s'étaler d'octobre 2019 comme point de référence à fin mai 2020. Je profite de cette occasion pour relever qu'aujourd'hui, plus que jamais, que le problème de fond de l'économie congolaise se situe au niveau de l'augmentation durable des recettes dont je fais une priorité nationale impérative. Tout sera mis en œuvre pour juguler la fraude et l'évasion fiscale, engager une lutte sans merci contre la corruption et le coulage des recettes.
la mise sur pied au plus tard fin juin 2020 de la chaîne de la recette à côté de celle déjà existante de la dépense s'inscrit dans ce cadre. Plus précisément, toutes les opérations en matière de mobilisation de recettes doivent être numérisées et digitalisées. Une autre stratégie de sécurisation des revenus publics, c'est de réorganiser le système bancaire à travers le pays pour que tous les paiements dus à l'État passent par les banques commerciales. Et dans ce contexte, j'entends créer une connexion entre les banques commerciales, la Poste et la Caisse générale d'épargne, Cadeco en sigle. C'est de cette manière que notre pays arrivera à réaliser le budget de 10 milliards de dollars en 2020, en comptant d'abord sur la mobilisation de ses ressources internes et subsidiairement aux appuis budgétaires, lesquels ne sont pas pérennes. Et tout de suite après l'adresse du garant de la nation, quelques personnalités ont réagi au micro de la radio-télévision nationale congolaise. Le rendez-vous était autant important qu'aucun Congolais n'a voulu manquer une minute de ces instants. Aux abords du Palais du Peuple, plusieurs jeunes étaient facilement identifiables dans la foule. À quelques mètres de là, d'autres personnes, en grande majorité de jeunes, très intéressés, ont suivi l'intégralité du discours du chef de l'État. Des écrans du genre ont été placés dans plusieurs coins de la ville par de particuliers. À Kasavubu, l'effervescence était également palpable pendant les 2 heures du discours. Même constat à la 10e rue Limité où plusieurs personnes se sont donné rendez-vous pour suivre le discours du président de la République. Presque chaque phrase prononcée par le président de la République était suivie de salves d'applaudissements. Une jeunesse qui a trouvé son compte dans le discours de Félix-Antoine Tshisekedi, car parmi les grandes annonces du président de la République, l'on retient la mise sur pied dès l'année prochaine des structures du Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Ça témoigne qu'il a beaucoup d'intérêt pour cette jeunesse, qu'il veut voir aller plus de l'avant. Cette jeunesse que le président de la République veut impliquer dans toute décision au pays. Il faut reconnaître qu'il est là en train de faire beaucoup de choses pour que la jeunesse soit impliquée. En s'appuyant sur de l'entrepreneuriat, c'est un levier majeur pouvant, n'est-ce pas, participer à la création de la classe moyenne dans ce pays, la République démocratique du Congo. Lorsque les jeunes entrepreneurs congolais sont soutenus, leurs projets sont financés, c'est que, et aussi à leur tour, ils vont, n'est-ce pas, embaucher des jeunes partout à travers le pays. Donc, coup de chapeau au président de la République. Le chef de l'État a promis de dégager plus d'espace pour les jeunes intelligents et brillants, une manière d'assurer la relève, a-t-il déclaré. Tension dans le rapport entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Le Premier ministre recommande le recours à la concertation. L'instauration de la caisse de péréquation va aider à booster le développement de nos provinces. Sylvestre Ilunkamba l'a dit lors de la clôture du 2e Forum national sur la décentralisation. Reportage Pampaoumba à Françoise Bouela-Boaki. Entre unitaristes et fédéralistes, la décentralisation a été conçue comme voie médiane pour consolider et accélérer le développement des provinces et entités décentralisées en RDC. Près de 13 ans après, des inquiétudes ont été exprimées sur l'appropriation et le financement de cette réforme. Et pour manifester la volonté politique d'aller de l'avant, le gouvernement de la République vient de mettre en place la Caisse nationale de péréquation, une des innovations du projet du budget 2020, pour permettre de combler le déficit rencontré par certaines nouvelles provinces. Dans les recommandations, les participants venus de tout le pays ont soutenu que les notions soient enseignées dans les écoles. Les textes existent certes, mais il faut toujours aider les acteurs à se les approprier, les comprendre pour mieux agir sur le terrain.
L'expérience congolaise dans la décentralisation mérite d'être révisitée. Et c'est la mission que s'est donnée le 2e Forum national d'évaluation consacré à la décentralisation. Assise de 2 jours et en bénéficier des expériences des experts. Au plan politique, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réaffirmé sa volonté d'accompagner les pas hésitants et balbutiements des nouvelles entités. S'agissant des recommandations adressées au gouvernement, en ma qualité de chef de l'exécutif, je veillerai personnellement à leur mise en œuvre. Le contrôle de l'action du gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale doit se faire dans le cadre tracé par la Constitution et la loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces. Aussi, sans contrarier les prérogatives de contrôle parlementaire, chaque fois que certaines circonstances particulières l'exigent, dans l'intérêt supérieur de la population qui vous a donné mandat, je vous conseillerais vivement de privilégier la concertation. En agissant de la sorte, croyez-moi, les rapports entre les 2 institutions provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, ne seront que de plus cordiaux. Le financement de la décentralisation sera au cœur de mon action. C'est pourquoi je vais demander au gouvernement de la République d'envisager au cours des prochains exercices des voies et moyens de relever le budget de ce secteur qui me paraît très vital. Déjà, comme je l'ai annoncé dans mon discours, j'ai tenu au relèvement du budget pour l'exercice 2020, car une belle part est réservée effectivement au secteur de base. Là où la rétrocession allouée aux provinces ne sera pas à même de pourvoir au relèvement du niveau de vie de nos concitoyens, la Caisse nationale de péréquation s'invitera pour financer les projets et programmes d'investissement public en vue de booster le développement dans les provinces et les entités décentralisées. Cet exercice démocratique a bien d'exigences vis-à-vis des uns et des autres. Qu'il s'agisse de gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales, tous doivent se laisser conduire par l'esprit et la lettre des textes. Direction l'Assemblée nationale où le ministre de la Défense nationale a répondu à l'invitation de la commission Défense et Sécurité. Les membres de cette commission ont voulu en savoir davantage sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité qui bat son plein dans la partie Est. Sylvie Moembo nous en parle. Son ampleur et l'urgence d'y mettre un terme au plus vite, la situation sécuritaire dans l'axe Beni, Butembo et Djougou a été placée une fois de plus sur la table du travail de l'Assemblée nationale à travers sa commission Défense et Sécurité qui dirige l'honorable Jeannette Kabila. C'est plusieurs jours seulement après les auditions du ministre de la Défense nationale et son collègue de l'Intérieur, les députés nationaux ont été habités par l'ardent souci de partager avec le ministre de la Défense nationale et Mengoy Mukena les stratégies à mettre en place en vue de la pacification de ces parties du pays trop longtemps meurtries. Les échanges ont été très enrichissants et il y a eu des propositions d'action. Il n'y a pas eu que des questions. Les honorables députés ont adressé aussi des propositions d'action, ce que le gouvernement peut faire pour améliorer la sécurité, pour parvenir au retour de la paix, à la restauration de l'autorité de l'État à Beni, pour que l'État, l'autorité s'affirme non seulement à Beni, mais également à Minembwe et à Djougou, à Ituri. Beni, c'est une question qui mobilise tout le monde, même les élus de Kinshasa qui sont avec nous étaient mobilisés, même d'autres provinces. Par ailleurs, la commission Défense et Sécurité a complété sa structure, notamment avec les différents animateurs de ces sous-commissions. Et la Chambre haute, elle, vient d'adopter la loi des finances exercice 2020. C'était lors de la plénière de ce samedi 14 décembre 2019. Et Jeuni Dada Chabani, reportage.
Le budget du pouvoir central de l'exercice 2020, arrêté à 18 milliards de francs congolais, soit 10 milliards de dollars américains, était voté ce samedi 14 décembre 2019 au Sénat. C'est ce qu'on retient de la séance plénière présidée par l'honorable Alexis Thambou Mwamba, président de la Chambre haute du Parlement. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote. 79 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi des finances de l'exercice 2020. Cette loi est la première loi des finances élaborée après la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Elle traduit la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses idées forces pour le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo. Il s'articule autour de 15 piliers regroupés en 4 secteurs, à savoir la politique, la défense et sécurité, l'économie et finances, la reconstruction, les sociales et culturelles. C'est un travail que nous avons fait de manière tout à fait intense. On avait très peu de temps, on l'a fait jour et nuit, mais fort heureusement tout s'est bien passé et je suis très heureux. Elle s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre en une année pleine du programme du gouvernement. Le projet de loi de la reddition des comptes pour l'exercice 2019, présenté par la commission ECOFIN qui a fait son toilettage et son enrichissement, a été également voté. Le ministre des Finances, Sele Yalagouli, a au cours de cette plénière présenté la loi portant ratification des crédits de nutrition et de santé. Cette loi a été aussi votée par les sénateurs à l'Assemblée plénière. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kinshasa, la capitale, causent d'énormes dégâts. De nombreuses familles sont sans abri et des compatriotes de bonne volonté viennent à la rescousse de ces dernières. Les pluies qui se sont abattues dernièrement dans la ville-province Kinshasa avaient causé d'énormes dégâts matériels. C'est le cas de la commune de Limete, victime des inondations suite aux mauvaises canalisations d'eau, mais aussi le manque de curage de caniveaux. Pour pallier à cette situation déplorable, la Caritas Développement Kinshasa, en collaboration avec l'ambassade de Canada, a remis un don de kits nécessaires aux habitants de Limete, plus précisément des quartiers Mososo, industriels et mobiles. Question d'assainir leur milieu de vie et de procéder au curage de caniveaux. C'est tout déplorable car en un clin d'œil, des familles ont tout perdu. Elles sont sans abri et dans le dénuement total. La Caritas Développement Kinshasa n'est pas restée bras croisés. Le bourgmestre de la commune de Limete n'était pas resté indifférent face à ce geste de bonté pour sa commune. On reconnaît les bons amis dans le moment difficile. Nous disons merci à l'ambassade de Canada pour ce geste. Notre gouvernement aussi aménage le site pour accueillir tous les sinistrés. Les habitants de Limete ainsi que leurs chefs de rue doivent s'inscrire à cette démarche d'assainissement conformément à la vision du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, s'ils veulent sauver leur vie et garder leur milieu sain. La grande messe environnementale des Nations Unies sur le changement climatique s'est achevée à Madrid. Sur les 10 derniers mois, les températures observées sont de 1,1 degré Celsius, supérieures d'ailleurs à la période pré-industrielle. Et notez que le nombre de phénomènes climatiques extérieurs a explosé ces dernières années. C'en est fini ce jour à Madrid. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué, assiste à la plénière des clôtures des travaux de la conférence de parties à la Convention cadre Nations Unies pour les changements climatiques, COP25. Le pic pour la coalition Rainforest est là. Passation de pouvoir entre la République démocratique du Congo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Après 10 ans de pouvoir, le Congo passe la main à ce pays. Cela s'est traduit par un cadeau d'un tableau représentant une espèce rare que reçoit Claude Nyamugabo Baziboué de la part de son homologue, et cela passe sous le regard des partenaires destinés à apporter des ressources conséquentes pour réconcilier de manière collaborative l'intendance des forêts et des développements économiques. Pour le ministre congolais, la préservation de nos forêts doit rimer avec la lutte contre la pauvreté. Les conseils que vous donnez aux différents États de la coalition rentrent dans le cadre des bénéfices qu'ils doivent tirer de la présence des forêts. Je voudrais vous rassurer que nous, République démocratique du Congo, nous tiendrons compte de vos pertinents conseils en rapport avec l'article 6.2 de l'accord de Paris. Et j'attendrai donc qu'on échange avec la Banque mondiale avant de pouvoir partir, et on va prendre les contacts nécessaires pour cela. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a apprécié le travail abattu par la République démocratique du Congo durant 2 ans et veut s'en inspirer pour abattre un travail des titans à la présidence de la coalition Rainforest. Des éléments qui peuvent permettre une nouvelle lecture des collaborations avec le partenaire, et la touche diplomatique du ministre Claude Nyamugabo étant d'un apport essentiel pour la République démocratique du Congo. Titre 14 décembre, c'est la journée internationale du singe. Cette journée est importante pour dire haut et fort qu'il est important de protéger le singe, car plus de la moitié sont en danger et risquent de disparaître. Le ministre du Tourisme, qui tient à préserver ces animaux, a débattu de la question avec un cinéaste américain qui a de l'expertise dans ce domaine. Kevin Arkadji, cinéaste producteur américain, a effectué le déplacement de la République démocratique du Congo pour une visite touristique, une visite qui coïncide avec la Journée internationale des singes, célébrée le 14 décembre de chaque année. C'est dans ces cadres qu'il a échangé avec le ministre du Tourisme, Yves Bankulu-Zola. L'hôte de la République démocratique du Congo s'est dit émerveillé de la nature et des potentialités qu'offre cette partie du monde. J'étais au Nord Kivu, je montais les Nyiragongo, c'est vraiment très fantastique. À beaucoup de kilomètres, j'ai exploré la vue de Nyiragongo. J'ai aussi exploré les lacs, c'est vraiment intéressant. Et tout le vue du lac, j'ai aussi parcouru tout le Nyiragongo avec les Rangers. Il a dit qu'il va rentrer aux États-Unis et ça, ambassadeur dans le monde du cinéma, il va dire aux gens de revenir au Congo. Et c'est un de nos objectifs, de faire à ce que nos clients deviennent nos ambassadeurs. Le cinéaste américain a promis au patron du tourisme congolais de vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo en encourageant et en influençant le cinéma mondial à s'intéresser à ce merveilleux pays. On va parler énergie avec l'ouverture de l'atelier de validation des études de faisabilité entre une firme chinoise et le ministère de l'Énergie sur le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque au Lualaba. La concrétisation de cette centrale va permettre de trouver des solutions idoines aux problèmes de déficit de l'électricité. Mireille Ndeke au reportage. Le secteur de l'énergie fait partie des priorités dans la politique gouvernementale. Le discours du chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès l'illustre bien. Le partenaire chinois vient de s'aligner à cette vision avec un projet d'une centrale solaire photovoltaïque de 200 MW de capacité prévisionnelle dans la ville de Kolosi au Lualaba. Le gouvernement congolais, par le biais du vice-ministre Papi Punguluamba, a réaffirmé la ferme volonté de la RDC de signer un protocole d'accord afin de trouver des solutions idoines aux problèmes de déficit dans la desserte en énergie électrique qui plombe les activités de secteurs productifs porteurs de croissance et d'amélioration des conditions de vie de population en RDC. La présente collaboration dans le secteur de l'énergie avec la société China Tianchen Engineering Corporation en vue du développement des projets de production, de transport et de commercialisation de l'énergie électrique est assez particulière, de par la démarche méthodologique de sa mise en œuvre, et ce devait être encadré. J'ai saisi donc cette opportunité pour rendre hommage à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à son Excellence, M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre et chef du gouvernement, pour avoir placé le secteur de l'énergie au cœur du vaste programme de développement de notre pays, programme ambitieux
issu de la vision partagée entre son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, dans le cadre de la coalition FCC-CACH. En tant qu'expert, vos contributions permettront certes d'améliorer ces études et d'assurer le lancement de ces projets sur des bases solides. Il y a lieu de noter que le site sélectionné pour cette centrale est situé sur un point central de coordonnées géographiques à une quinzaine de kilomètres au centre-ville de Kolwezi, dans le sud de la RDC. Cette centrale solaire photovoltaïque permettra de combler les déficits énergétiques évalués en 1000 MW selon la SNEL. Depuis qu'il a été jeté sur le fleuve Congo, le pont Maréchal devrait en principe être entretenu régulièrement pour éviter de fissures. Mais une question reste posée. Ce principe a-t-il été respecté? La réponse à travers cet entretien entre quelques entrepreneurs et le ministre des Transports et Voies des Communications. Entretenir et réfectionner les ponts Maréchal régulièrement est une exigence qui s'impose. En plus de l'expertise des partenaires étrangers, un groupe de jeunes entrepreneurs congolais se disent avoir la maîtrise des travaux à réaliser sur ces ponts. C'est donc une main-d'œuvre locale qui émerge, ce qui répond au désir du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à encourager les intelligences de la jeunesse congolaise pour réaliser ce qu'ils savent faire. C'est dans cette optique que le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Manzenga, a échangé avec le directeur général de l'Organisation des équipements Banana Kinshasa, Gomer Mantia, qui s'est fait accompagner de jeunes entrepreneurs congolais évoluant dans le domaine de la construction et autres avec leur structure Afrique Finance, Afrinance, assistés par leur partenaire Madar System. Devant les ministres, ils ont présenté le projet de la réhabilitation du pont Maréchal. Après l'avis favorable du ministre Didier Manzenga, à ces projets, la délégation de ces jeunes entrepreneurs est descendue sur place à Matadi pour constater et évaluer les travaux, chose faite depuis le 12 décembre dernier. Toutes les installations de l'OEBK ont été visitées. La modernisation du pont Maréchal, c'est donc pour bientôt. Nous avons pris contact avec Afrinance, qui sont venus aujourd'hui, que nous avons fait visiter pour qu'ils voient avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour moderniser, comme je le disais, notre système de péage. Et en dehors de cela, il y a aussi d'autres travaux qu'on peut prendre en compte, comme notre musée. Après le pont Maréchal, la délégation a visité la morgue de l'OBK qui doit subir aussi un coût de réhabilitation. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal poursuit son itinérance dans le Grand Katanga. Patient Saïba Tamboué a rencontré les membres de la Fédération des entreprises du Congo et les douaniers avant de visiter Teke Fungurume Mining. Edichala, reportage. Il a palpé les réalités de tous les postes frontaliers de la République démocratique du Congo et de discuter avec tous les chargeurs. Patient Saïba Tamboué, directeur général de l'OGFM, s'est engagé de Lubumbashi à Kolwezi sur l'une des routes les plus meurtrières du pays. Première escale, l'ancienne Jadoville. Des entretiens avec la FEC et les déclarants en douane, comme il en a l'habitude au cours de cette itinérance, ont eu lieu. Patient Saïba Tamboué a parlé de l'arrêté interministériel et de l'exigibilité de la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry, de la fiche électronique de renseignement à l'exportation ferreux et de l'attestation de destination AD pour tout mouvement de fret à la frontière. Comme conseil des chargeurs, il leur a révélé que par son plaidoyer auprès du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, la route de Kasumbalesa a été ouverte aux camions vides en attendant la réhabilitation des sols de Mukambo, très dégradés en cette période de pluie. Échange terminé, direction Kolwezi. Sur le chemin, il y a Teke Fungurume Mining qui a invité le directeur général de l'OGFM pour des informations de première main sur les documents de traçabilité du fret. Patient Saïba Tamboué visite les administrations sur les sites. L'OCC, la DGDA, seul l'OGFM manque à l'appel. En face du management de TFM, le manager de l'OGFM est précis sur ce qu'apportent dans la facilitation du commerce ces documents, ferry, ferreux et AD. Avec un flair poussé des affaires, il fait l'apologie du port sec de Kasumbalesa. L'idée d'une plateforme logistique à Kasumbalesa allège bien TFM, mais il faut attendre l'avis de la haute hiérarchie de la boîte. Par rapport au flux des importations et des exportations de Teke Fungurume Mining,
ils ont besoin d'utiliser une plateforme logistique importante. Et le projet Port Sec de Kasumbalesa répond à ce besoin. Ainsi comme nous sommes en train de mobiliser les fonds pour le développement et la construction du Port Sec de Kasumbalesa, nous avons eu à échanger avec eux sur cette possibilité de pouvoir développer ensemble le projet Port Sec de Kasumbalesa et l'exploiter ensemble pour l'intérêt, bien sûr, de l'État congolais. C'est dans la pénombre vespérale que Patient Saïba Tamboué et sa délégation ont traversé le pont Lualaba pour une nuit de reconstitution à Kolwezi. Et puisque nous sommes en province, restons-y. Faisons un coup de projecteur sur la route Mahagi-Bunia, longue de 180 km. La population de cette partie du pays qui éprouve d'énormes difficultés pour évacuer ses produits ne sait plus à quel sens se vouer. Et pour cause, cette route est dans un état de dégradation très avancé. Le comité exécutif provincial du PPRD en Ituri est désormais réaménagé et redynamisé avec des nouveaux membres. Ils ont été officiellement installés au courant d'une cérémonie riche en couleurs présidée par l'honorable John Mopondi, secrétaire national. Je vous donne ce flambeau de commandement que vous allez, à dater d'aujourd'hui, conduire le PPRD ici en Ituri comme Joseph Kabila, qui est un grand rassembleur. Ce nouveau comité est composé de 44 membres et il sera dirigé par Kimareke Chabari, choisi par la haute hiérarchie du parti. Il sera appuyé par plusieurs autres cadres, dont Emerage Wapokira, chargé des processus électoraux. Fidel Dramani, ancien secrétaire exécutif, s'occupe désormais de l'organisation du parti. Maître Unega Etienne est chargé des stratégies du parti. Leur mission, selon Honorable John Mopondi, envoyé spécial du secrétaire permanent du PPRD, est de réorganiser les PPRD, remobiliser les militants de ces grands partis politiques membres du FCC, défendre les intérêts de la population iturienne et du parti. Venir ici booster, influencer, pour que les PPRD se réveillent, et surtout avec la nouvelle équipe qui est conduite par notre camarade Chabani, que nous maîtrisons bien, c'est un homme dynamique. Nous espérons que toutes les choses vont bien. Entouré de l'honorable Daniel Umba et de Bagayo, il a interdit à ces nouveaux comités le népotisme, le tribalisme. Le nouveau secrétaire exécutif provincial du PPRD, Chabani Kibareki, promet avec son équipe de se casser en 1000 morceaux pour redorer l'image du PPRD qui semble ternie en Ituri. Plutôt suivi l'installation du comité exécutif provincial de l'Ituri du PPRD. Et dans nos prochaines éditions, nous allons vous proposer les constats faits par nos reporters sur la route Mahagi-Bunia qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Retour dans la capitale pour vous parler de travaux d'assainissement dans le cadre de l'opération Kinbopeto. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa est descendu à la place communément appelée Marché dans la commune de la Gombe pour participer personnellement aux travaux d'assainissement. L'opération Kinshasa-Bopeto poursuit sans embâche son bonhomme de chemin. Ce samedi 14 décembre 2019, le gouverneur de la ville-province Kinshasa a prêché par l'exemple. Jean-Tiningo Bilambaka est descendu sur la place du marché en face de l'hôtel de ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe pour participer aux travaux d'assainissement qui se sont effectués à cet endroit commercial du centre-ville. Brouette et matériel aratoire en main, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a nettoyé les avenues environnantes de l'hôtel de ville. Une occasion pour les premiers citoyens de la ville d'expliquer les biens fondés de cette vaste opération dont il est l'initiateur. Officiellement lancée depuis le 19 octobre dernier par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non seulement rendre la ville propre, mais également changer les mentalités des Kinoises et Kinois appelés à vivre dans un environnement assaini afin d'éviter des maladies. Accompagné de quelques ministres provinciaux de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a signifié que l'opération Kinshasa-Bopeto concerne tout le monde. Il a aussi donné des précisions concernant la destination des immondices après leur évacuation. Notons que ces travaux exécutés devant l'hôtel de ville de Kinshasa ont connu la participation de l'ambassadeur de l'ordre souverain militaire hospitalier des Saints de Jérusalem d'Hérode et de Malte près la République démocratique du Congo. Ici, de nettoyer que c'est chaque samedi que les travaux de nettoyage se font dans toutes les communes de la ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto qui traduit la vision politique du gouvernorat provincial de Kinshasa dans son programme quinquennal.
Et l'hôpital de référence du camp Lufungula fait peau neuve. À mi-chemin de sa réhabilitation, la chaîne nationale a été conviée à visiter ses différents locaux. Anastasie Doumbou, reportage. La prise en charge de soins de santé de qualité des hommes qui servent sous les drapeaux est une promesse faite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours d'investiture. Aujourd'hui, la police nationale congolaise vient de bénéficier d'un bâtiment réhabilité de l'hôpital de référence du Lufungula. Ici, les policiers et la population environnementale vont bénéficier de soins de santé de qualité au standard international. Le général, chargé des services de la santé de la police, a fait visiter la première partie du bâtiment réhabilité à la presse. Nous sommes autour de 30% de réalisation de ce qui est prévu. Parce que, comme vous le savez, nous avons profité du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État et nous avons été inscrits dans ce projet, dans ce programme, en tant que projet de la police. Nous avons eu un crédit échelonné sur 3 tranches et à ce jour, nous avons bénéficié de la première tranche et c'est ce qui nous a permis de réaliser tous les travaux que vous avez vus. Les travaux effectués font partie de la première phase de la réhabilitation de ce programme. À ce sujet, le deuxième niveau a été complètement réhabilité, reste le premier niveau et les rez-de-chaussée. Cet hôpital de référence offre de nombreux services, notamment les services d'ophtalmologie, de dialyse. En termes, l'hôpital disposera de 200 lits. Le général chef de santé est déterminé à faire cet hôpital un véritable hôpital de référence car il bénéficie de la collaboration des cliniques universitaires. Il convient de noter que ce bâtiment réhabilité entre dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'association Banakin a totalisé 38 ans d'existence. Une messe d'action des grâces a été dite pour la circonstance, messe à laquelle plusieurs autorités ont pris part. La célébration eucharistique est le début d'une semaine appelée à être marquée par plusieurs manifestations que les membres de l'ASBEL à Banakin ont choisi pour marquer la 30e édition de la création de leur association. L'homélie de l'abbé Coco a été plus qu'une invitation adressée aux Kinois à la culture de l'amour et de l'unité, à privilégier par conséquent le rejet de la division. Pour le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, voilà l'occasion toute faite pour honorer la mémoire de l'ensemble des Kinois dans la diversité de leur appartenance sociale. Kinshasa, c'est aussi une mémoire et il faudrait bien que cette mémoire soit connue de ceux qui succèdent à tous ceux qui ont fait l'histoire de Kinshasa, à nous, la génération qui suivait, et aussi aux enfants qui viennent et même à nos petits-enfants. Le président de l'ASBEL Banakin et député national Godard Motemonan a rappelé que leur regroupement est avant tout un état d'esprit. Nous sommes en train de travailler et nous attendons beaucoup de notre jeunesse. La relève, n'est-ce pas? Nous avons travaillé, nous sommes pratiquement à la porte de la retraite. Maintenant, nous voulons que la jeunesse, comme l'a souligné hier le président de la République, que la jeunesse aussi soit là et que la jeunesse s'affirme. La flamme du rayonnement de l'ASBEL Banakin doit être maintenue à tout instant pour le bonheur des milliers de Kinois. Un communiqué nécrologique avant de clore ce journal. L'Église internationale pour la réconciliation EIREC en sigle a la profonde douleur d'annoncer à la communauté chrétienne, tant nationale qu'internationale, le décès inopiné de son visionnaire, secrétaire national exécutif de la confession religieuse des églises de réveil du Congo EIREC et fondateur de l'association mondiale des visionnaires chrétiens Asmovig en sigle. L'apôtre Philippe Alexandre Mutombo Kabi, décès est survenu ce lundi 9 décembre 2019 à 2h du matin à l'hôpital Marie Biamba à Mutombo. En attendant les programmes des obsèques, le deuil s'organise au siège de l'EIREC 6, quartier Ngilima numéro 1 8A, bis, commis de Matete référence au Western Union. Ce communiqué porte la signature du secrétaire général, pasteur Maurice Pambou.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres clôture du deuxième forum national sur la décentralisation. Ces assises ont été organisées pour évaluer les avancées et les imperfections du processus de décentralisation mis en place en 2006 en République démocratique du Congo. COP 25 2019 clôture une décennie de chaleur exceptionnelle. Selon les chiffres provisoires de l'ONU, l'année 2019 fait d'ores et déjà partie des 3 années les plus chaudes enregistrées depuis 1850. 14 décembre, l'humanité célèbre la journée du singe. Cette fête concerne tous les primates. Les singes font partie des animaux les plus intelligents et sont très sociaux. Certaines espèces font des grimaces pour se reconnaître. C'est comme un code. Ils peuvent exprimer la tristesse, la colère, la peur et d'autres émotions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce journal. Un journal qui a connu la rédaction de Sylvie Makumbadi. Fin donc de ce journal. Vous l'avez suivi en province, partout ailleurs. Merci. Prochain rendez-vous d'information, c'est à minuit. Bonsoir.